Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dominicale L'Entretien. Après le dialogue politique qui s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou les 10, 11 et 12 octobre 2019, le chef de l'État et son gouvernement ont pris acte des conclusions de cette assise politique nationale, une assise d'ailleurs qui a réuni les forces politiques régulièrement constituées au vu de l'actuelle charte des partis politiques en République du Bénin. Et pas plus tard que ce jeudi, le président de la République a rencontré la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, ceci afin de passer concrètement à l'acte. Il s'agit essentiellement de voir un peu les modalités de mise en application des conclusions issues de ce dialogue politique. Alors, on comprend que la 8e législature de l'Assemblée nationale est donc mise devant ses responsabilités. Et justement, parlant de cela, comment les députés entendent-ils jouer leur partition dans le cadre de la concrétisation de ces recommandations, de ces conclusions? On en parle en ce dimanche avec notre invité, il est député à l'Assemblée nationale, honorable Marcelin Ahonoukou. Bonjour. Bonjour, monsieur Tiji. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Pour vous, pas de problème. Voilà, vous êtes donc membre du parti l'Union progressiste, élu d'ailleurs au niveau de ce parti politique. Vous êtes actuellement le président du groupe parlementaire l'Union progressiste au sein de l'Assemblée nationale. Et vous répondez à notre invitation ici à ETélé pour le compte de cette émission qui est diffusée en direct sur nos antennes, mais également sur l'ensemble du réseau de diffusion du groupe de presse Le Matinal, à savoir les radios OCFM à Cotonou et Urban FM à Parakou. Une fois encore, merci d'être là. Merci, moi je vous remercie. Je salue tous les acteurs de ETélé. C'est une télévision que j'apprécie beaucoup, surtout que c'est sur Canal. Donc tous les jours, je regarde ce qui se passe à ETélé. Merci. Donc c'est une presse que j'admire. Je vous salue pour votre envie d'éduquer, de former notre population en matière d'information. Merci beaucoup, honorable. Et c'est avec vous que nous allons passer ces moments de télévision en ce dimanche. On va parler politique avec justement le dialogue politique. Peut-on dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale mesure l'ampleur du rôle qui est le sien dans la poursuite du processus du Palais des Congrès? Très bien. Je l'ai apprécié à juste titre. Vous voyez, l'Assemblée nationale est en amont et en aval. Quand ça avait commencé ici, les problèmes relatifs à l'application de la charte actuelle des partis politiques, le problème qui s'était posé, c'est que des partis constitués n'avaient pas accompli leurs formalités administratives pour être reconnus en tant que parti, pour pouvoir participer aux élections législatives. Ça a indigné le chef de l'État. Il ne sait quoi faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à lui de porter atteinte aux lois de la République. Retournons alors à l'Assemblée. Ainsi, il a mandaté le président Mbédi de rassembler ceux qui sont avec lui, ceux qui ne sont pas avec lui, les deux groupes autour du président Mbédi, allez vous entendre. S'il faut modifier le texte qui régit la vie des partis au Bénin, faites-le pour que nous ayons plus de partis pour les élections présidentielles, les élections législatives. Ça n'a pas été fait. Vous avez connu la cite. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais je veux que les Béninois sachent quelque chose. Le lendemain, ceux qui avaient signé un document sont revenus à la charge pour dire non, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que ceux qui sont en exil rentrent. Sinon, on n'aura rien fait. Ça veut dire du dilatoire. Je le dis parce que je suis béninois. Personne ne me privera de mon opinion. Mais est-ce que l'heure est encore à ces analyses aujourd'hui? Merci, ils ne pourront pas faire. Mais il est bon de savoir d'où ça vient, pour savoir où aller. Quand on trébuche, ne cherchez jamais à voir là où vous êtes tombé. Allez chercher là où vous avez trébuché. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui. Oui. Le président, dans sa logique,
recours encore à l'Assemblée pour vous dire que l'Assemblée est en amont et en aval. Parce que les lois, c'est l'affaire de l'Assemblée. Pour satisfaire aux besoins des partis politiques qui ont élaboré leur rapport, il faut recourir à ceux qui travaillent les textes de loi, l'Assemblée nationale. Nous mesurons bien la portée de cette situation et nous allons agir très vite pour répondre à l'attente des partis politiques, à l'attente surtout du chef de l'État qui veut quelque chose de bien, réconcilier les Béninois entre eux. Mais honorable Akhonoukoum, l'Assemblée nationale, la 8e législature, est composée de 2 partis politiques essentiellement, issus des élections du 28 avril. Des élections qui ont eu lieu dans un contexte politique qu'on ne présente plus. Et vous le savez aussi que les autres acteurs politiques, qui sont soit de l'opposition formelle aujourd'hui, ou encore d'une autre partie, une opposition non formelle, jettent du discrédit sur cette législature. Quelle garantie donnez-vous aujourd'hui en tant que député de la 8e législature de l'objectivité de ces lois-là qui seront prises dans le cadre, on va dire, du dégel de la crise politique? Ce n'est pas à moi de le dire. Vous avez le temps de le constater. Vous le constatez d'ailleurs. On recourt maintenant à l'Assemblée. Et s'il n'y avait pas eu ces élections, on serait dans l'impasse. Vous voulez aller encore à une conférence nationale bis, ça n'honore pas ce peuple. Ça ne nous ressemble guère. On n'en est pas là. Depuis la conférence nationale, la machine politique est lancée et c'est irréversible. Nous n'allons pas cacher la conférence nationale de février 90. C'est déjà terminé. Donc, chacun doit jouer sa partition. On recourt aujourd'hui à qui? À l'Assemblée nationale pour dire que cette Assemblée est là pour jouer son rôle. Les institutions de la République sont là pour jouer leur rôle. Ainsi, le Bénin fonctionne. Si on ne fait pas ça, vous allez recourir à quoi? Donc vous voyez, c'est que nous voulons une chose et son contraire. Il faut que les institutions de la République fonctionnent bien. Il faut que les échéances soient respectées. Si le chef de l'État s'était dit, bon, comme tout le monde ne pouvait pas aller, on ne fait rien. On n'a pas une assemblée. On va recourir à quoi? Dites-moi. Donc, tout le monde voit aujourd'hui que c'était impérieux qu'on aille aux élections en ce moment-là. Parce que quoi? C'est des Béninois qui sont là. C'est la fin du monde. Le chef d'État sait l'expliquer de fond en comble. Il sait bien expliquer. Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a prévalu dans le temps. Si les Béninois avaient compris, on en serait là aujourd'hui, à un dialogue politique. C'est parce qu'il y a eu des choses. Les gens qui ne veulent pas comprendre. Ils ont organisé une insurrection. La suite, vous le savez. Maintenant, il faut remettre le peuple au travail. Il faut corriger les imperfections. Si c'est des textes, qu'est-ce qui a été querellé? Quels sont les articles qui ont porté atteinte à notre fonctionnement correct? S'il faut les revoir, le chef de l'État est ouvert là-dessus. Ce n'est pas pour rien qu'il a convoqué ce dialogue politique. C'est pour qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Les solutions, c'est ici. Je l'ai dit dans le temps. Ça revient aux Béninois de trouver les solutions. Et comme nous savons puiser dans notre dernière énergie, nous le faisons bien. Nous le faisons si bien. Le génie béninois, une fois encore sollicité? En tout cas, les gens viendront à l'école du Bénin en matière de démocratie. Si ce n'est que ça, le fonctionnement du Bénin, est-ce que nous allons nous manger? Vous savez, œil pour œil, dent pour dent, tout le monde devient édenté et aveugle. Vous voulez ça pour notre nation? Je ne crois pas. Ce n'est pas le chef de l'État, le président Talon, qui aurait voulu ça. C'est pour ça. Il joue sa partition. Il veut que les Béninois se réconcilient. Et ça a été salué de tous. Tous les partis constitués ont été conviés et ils ont réfléchi. Ils ont produit un rapport. Ce qui reste aujourd'hui, c'est la mise en œuvre du rapport. Et il nous a invités hier. J'étais membre de la conférence des présidents. Nous avons travaillé là-dessus. Donc, attendez les jours qui viennent. Je crois que le pays sera mis sur les rails.
Mais parlons justement de cette rencontre entre le chef de l'État, le président Patrice Talon, et la conférence des présidents ce jeudi. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'une immixtion de l'exécutif dans le législatif? Non. Quelle est la démarcation qu'il faut pour que les gens puissent comprendre? Dites-moi, si ça ne va pas dans le pays, qui a fait que ça ne va pas? Qui responsabilisez-vous? Tous les Béninois. C'est le président. C'est sous le président Talon que c'est comme ça. Est-ce qu'il peut rester indifférent à ça? Il doit jouer ça, par exemple. En tant que président, je crois qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il doit réunir tous les acteurs que nous sommes pour dire faites ci, faites ça. Et ainsi, le Bénin ira de l'avant. Il a réuni la classe politique. Et vous savez, le Parlement, c'est le haut lieu de la politique béninoise, comme dans tous les pays. Donc c'est à nous de dénouer la crise. Ça nous revient de le faire. Donc il n'y a pas deux lieux où on pourrait trouver les solutions à nos maux. La thérapie, c'est là-bas. Donc il ne s'agit pas d'une immixtion, il s'agit d'une collaboration, c'est ça? Mais vous le voyez bien. Comment il s'immisce? Vous savez, est-ce qu'il a interrompu la justice de faire son travail? Il fait passer par les voies légales. Il aime observer les tests. Il n'aime pas passer à côté des tests. Il aime respecter les tests. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attachement pour les tests que nous sommes votés. Il aime appliquer les tests. Bon, en quoi on peut parler d'émission? Moi, je ne vois pas. Il a convoqué une assise. L'assise, ceux qui sont rassemblés ont produit un rapport. Et la mise en œuvre de ce rapport demande que l'Assemblée se réunisse et fasse des propositions de tests, de loi. Bon, où on peut parler d'émission. On sait que beaucoup de ces problèmes sont dans les mains de la justice. Et c'est la justice interviendra. Est-ce qu'il a arrêté une structure légalement constituée au niveau de l'État de faire son travail correctement? Que je ne sache. Si vous en avez, dites-nous. Il n'a arrêté personne. Il n'a arrêté aucune structure de l'État chargée de garantir le bon fonctionnement de l'État, d'arrêter. Tout ce qu'il dit, c'est dans la légalité. S'il a enfreint aux lois de la République, les tests sont là pour faire entendre les sentences. Jusque-là, il a violé les lois de la République. Il ne fait que respecter les tests. Si c'est le cas, dites-nous et on va faire le débat. Mais vous avez participé à cette rencontre, honorable Akhonoukon. Très vous bien, étiez là en tant que membre de la conférence des présidents, j'y étais. Et vous avez vu un Patrice Talon ouvert, naturel? Très serein, complètement ouvert. Il veut une décrispation totale du paysage politique. Il veut les politiciens béninois parlent entre eux. Il veut que les problèmes soient réglés, que tous les partis politiques participent à la vie de la nation. Ce qui s'est passé, ce n'est qu'une élection. Et les autres échéances. Vous savez une chose? Dites-nous. Le Bénin fonctionne et fonctionnera toujours. Le Bénin reste et restera toujours. Mais les hommes passent. Mais il a dit au Palais des Congrès le 12 octobre. Vous le voyez maintenant. À la clôture du dialogue politique. Merci. Donc, dans ces conditions, c'est à nous de savoir quel héritage laisser à notre progéniture demain. Nous avons laissé le désordre dans le pays, l'insurrection, la gabegie, l'impunité. Non, je ne crois pas. Nous devons montrer le bon chemin à nos enfants. Parce que eux, ils auront à hériter de quelque chose. N'allons pas leur léguer le désordre. Ceux qui pensent que le pouvoir est dans la rue se trompent. Priez que cela ne se produise jamais dans notre pays. Il faut l'ordre. Dans les pays où cela s'est produit, vous voyez, le désordre jusqu'à aujourd'hui,
On sait seulement quand ça commence, mais quand ça en finira, personne ne peut le prévoir. Donc, s'il y a encore des gens bien intelligents dans ce pays, il faut qu'ils se battent pour empêcher cela. Nous pouvons transcender tous nos clivages, toutes nos difficultés politiques pour s'asseoir. Vous savez ce qu'on dit? Les peuples se font la guerre parce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir pour dialoguer autour d'une même table. Mais nous, on sait faire ça au Bénin. C'est salutaire. Honorable Akhonokong. Merci. Voilà. Est-ce que tous les députés de la 8e législature sont dans cette même prédisposition que le chef de l'État? C'est-à-dire, bon, on reconnaît peut-être que ça ne va pas au plan politique, on est prêt à faire des sacrifices pour évoluer. Tout le monde est-il dans cette perspective, cette dans dynamique, cette dynamique? Merci, Monsieur Tchidi. Pour l'instant, je ne suis allé dans l'esprit, dans la tête de chacun des députés. Vous savez, dans notre Bénin, oui, ce que chacun pense, chacun le sait. L'autre ne peut jamais le savoir. Mais tous ceux qui sont dans la même dynamique de réconciliation, de concorde, du bon fonctionnement des structures de l'État, doivent penser qu'il n'y a pas deux solutions. Et je crois que ce n'est pas les députés de la 8e législature qui me démentiront. Je crois que j'ai confiance en eux. Ils sont émus par l'intérêt supérieur de la nation. Je suis sûr que... Parce que ça demandera aussi du sacrifice. On va parcourir tout à l'heure les grandes conclusions, les grandes recommandations. On verra un peu ce que l'Assemblée nationale peut faire d'un endroit à un autre. Il y aura des sacrifices à faire. Aucun sacrifice ne sera de trop si ce n'est que dans l'intérêt supérieur de la nation. Et tout le monde pense ça vraiment à l'Assemblée? Je crois. Je crois que le Bénin, si ça va mal, les enfants vont déjà très très mal. Quel député, quel élu du peuple voudra que ça fonctionne mal? L'intérêt supérieur de la nation dont je parle, l'intérêt de la communauté passe avant tout, avant nos propres intérêts. Si ce n'est que ça, je crois que je ne vois pas quel élu de la nation voudra faire le contraire. Il peut y avoir des voix discordantes, mais ça ne va pas pousser jusqu'à ce que le rapport là ne serait pas applicable. Ça veut dire que si ça s'applique, c'est que les objectifs sont atteints. Ou bien, puisque au soir de ces assises, beaucoup s'inquiétaient de ce que ce rapport allait devenir par la suite. Mais le chef de l'État est émerveillé. Il a sorti ça immédiatement. Dans les 72 heures, il a convoqué la conférence des présidents de l'Assemblée pour dire le travail qui reste à faire, c'est vous. C'est vous qui faites les lois. Mettez-vous à la tâche. Et sortons de cette situation qui n'arrange personne. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre pour faire du bien à notre nation? Dites-moi, j'ai dit ici, œil pour œil, dent pour dent, tout le monde devient édenté avec. Nous voudrons ça pour notre pays. Ça ne nous amène nulle part. Réconcilions-nous. Je crois que le dialogue là a été salutaire et la suite, ça veut dire que au départ de l'application de la charte des partis et du code électoral, le pressentiment, le ressentiment que le chef de l'État avait, ça continue. Ça ne peut pas se passer ainsi. Que une classe politique a été laissée en rade. Ça ne peut pas continuer. Mais on ne pouvait rien dans le temps. Parce qu'il faut des institutions pour le fonctionnement de l'État. Si on ne le ferait pas, ce serait l'impasse totale. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de l'Assemblée. Alors là, le problème là que nous posons aujourd'hui irait où? À quelle structure? Donc, à juste titre,
nous avons, l'Assemblée a de bonnes raisons d'exister légalement, légitimement, en son temps. Pour faire son travail. Pour faire son travail. On en a besoin aujourd'hui. Mais parlant justement de travail, il s'agit dans un premier temps de toiletter les deux textes fondamentaux qui ont fondé la réforme du système partisan. La réforme du code, la charte des partis politiques, pardon, et aussi le code électoral. D'abord, dans la charte des partis politiques, il y a certains paramètres qu'il faut, certains critères qu'il faut remplir en tant que formation politique pour devenir parti politique. Les 15 membres fondateurs par commune, ainsi de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Assemblée nationale entend retoucher à ce niveau, par exemple, au niveau de la charte des partis politiques? Vous avez bien suivi aux assises, au dialogue. Tous les délégués ont reconnu que la charte est une structure bien souhaitée de tous et qu'il n'est pas question de remettre en cause la charte. Il ne serait que... Ça faisait partie effectivement des points de convergence. Des points de convergence. Ça veut dire que la charte, au fond, la charte n'a aucun problème. Si ce n'est que quelques aspects à revoir, la charte fondamentale n'a aucun problème. La preuve, dans son temps, c'était 2 parties. Aujourd'hui, sans retoucher, on est à 8. Bon, si ça, à 9. Si ça avait de problèmes, oui. Est-ce qu'on en serait là? S'il y avait de problèmes insurmontables, on n'en serait pas là. Donc ce n'est pas si inapplicable. On ne peut pas nous dire que vous avez pris une loi inapplicable. Non, ce n'est pas vrai. Si c'était si inapplicable, on n'aurait pas 9 parties déjà reconnues légalement par rapport à la charte là. Donc ce qui est querellé, c'est quelques articles. Quels sont ces articles? Voilà, dites-nous. Là où fondamentalement il faut corriger, c'est là où le ministre de l'Intérieur doit donner le certificat de conformité. Maintenant, il a été reconnu, il a été demandé dans le rapport qu'à partir de maintenant, quand un parti dépose ce dossier, les documents manqués soient repris en une seule fois et notifiés au parti là et qu'il les corrige, qu'il ramène. Avant, ce n'était pas ça. C'était des va-et-vient. Et on a perdu du temps. Tout le monde a reconnu qu'il faut une notification en une seule fois, en bloc, et qu'on corrige et qu'on ramène. Et on a donné un délai de 60 jours pour ça. Donc, ça veut dire que ce serait corrigé. Au fond, c'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas pu corriger pour être à jour. Donc, si ce n'est que ça, c'est rien. Le truc de 10% qu'il faut pour reconnaître. Dans l'âge, c'est le code. C'est même dans le code. Justement. Donc, dans la charte des partis, ce qui a corrigé, c'est ça que vous le dites. Vous allez voir le certificat de conformité, et c'est tout. Et ce qui a le certificat de conformité, ça va se délivrer. On aura à corriger là, et c'est fini. On a à corriger là. L'agent le fera très très facilement. Ce n'est qu'une relecture. Donc, en réalité, la charte ne vous conviendrez, pas beaucoup de dysfonctionnement. Je ne vois pas. Les délégués n'ont pas évoqué autre chose que ça là, le certificat de conformité. Et c'est ça qui a été querellé tout le temps. Vous conviendrez avec moi que c'est ça qui a fait la pomme de discorde où les gens se demandaient, ça les a amenés jusqu'à la Cour constitutionnelle. Donc, c'est à corriger rapidement pour dire non. S'il y a des insuffisances au niveau des documents déposés par un parti, pour avoir son certificat de conformité, envoyez tout ce que vous relevez en bloc dans un délai bien indiqué. Et c'est fini, vous allez voir, il n'y aura plus de problème. Sinon, tout le monde est d'accord que la charte, c'est bien, parce qu'il y a l'esprit des lois. L'esprit était quoi? De grands regroupements pour gérer la politique de l'État. Et tout le monde est d'accord avec ça. Ça a été imploré de vive voix par tous les acteurs politiques, par tous les Béninois même d'ailleurs. Il y avait tellement de partis, on ne se reconnaissait plus à travers ces structures-là. Donc il est temps qu'on corrige, et c'est bien. Vous allez voir, ce que nous faisons au Bénin aujourd'hui va faire école. Moi, je vous le dis sincèrement. Ah bon? Ah oui. Vous aurez le temps de... Très sûr, vous aurez le temps de constater. Vous savez du génie.
le génie créateur du Bénin a fonctionné encore une fois. Comme en 90, c'est ça? Je vous le dis, c'est bien ça, c'est bien. Le génie béninois a fonctionné encore une fois. Nous sommes en train de nous réconcilier déjà. Tous ils vont adhérer, tout le monde viendra. Vous allez voir. Donc en fait, la charte des partis politiques n'est pas une fin en soi. Il y a des choses à revoir dedans même si ce n'est pas à jeter. Il n'y a rien à revoir. Quand je vous le dis, oui. Vous aurez à constater que la charte en elle-même n'est pas querellée. Une disposition qui ne figure même pas. Une disposition. Ça veut dire, c'est une tâche administrative. Oui. Mais qu'on essaie de mettre dedans pour qu'il n'y ait pas abus de l'autorité quelque part. Sinon, ça ne comporte même pas. C'est une tâche administrative. Mais quand vous êtes reconnu parti, qu'est-ce qui fait croire que vous êtes parti? C'est tout un document à délivrer. Mais pour délivrer le document, il faut avoir les pièces à jour. Si les pièces ne sont pas à jour. Moi, je sais qu'au niveau de l'Union progressive, moi, j'ai repris pour ce qui concerne Tofor, j'ai repris 2 documents. Un certificat de nationalité pour quelqu'un qui s'appelait Aïtonji, Kossi Aïtonji, comme là, modeste. Mais ce certificat de nationalité a repris Aïtonji comme là. Il manquait un O. Mais en catastrophe, on m'a adressé, on m'a retourné les documents et j'ai corrigé. Ça a été très difficile. J'ai corrigé ça en 48 heures. Ah bon. J'ai couru à l'ADA, à la Cour suprême, au tribunal de l'ADA pour corriger le secret de nationalité. Il manquait un O, comme là. Et on a mis comme là. Donc on m'a retourné ça. Sinon, ça ne passait pas. Ça suffit déjà pour remettre tout le document de l'Union progressiste en cause. Vous voyez comme c'est dur. Donc, on a appelé ça. Le second document, c'était le casier judiciaire de quelqu'un qui s'appelait Belogun, Kossi, Roland. Et sur son casier judiciaire, ils ont mis Belogun, C. Roland. Donc, C. veut dire quoi? Ce n'est pas Kossi. Donc, il faut remettre les choses à l'heure. Et j'ai couru pour faire ça. Il a fallu produire ces cas de conformité. Oui, mais si le ministère de l'Intérieur réduit à cette tâche administrative, quelle autre structure va gérer peut-être le fond des dossiers? Parce qu'on a entendu dire au dialogue que le ministère n'aura plus un droit de veto sur le fond des dossiers. Non. Quand vous parlez du droit de veto, vous êtes allé trop loin. C'est corrigé maintenant, non? Qu'est-ce qui est corrigé? Ça veut dire que vous prenez tout en bloc et vous envoyez. Vous corrigez, vous êtes parti. Vous ne corrigez pas, vous n'êtes pas parti. Le ministère de l'Intérieur, toujours. C'est ça. Ça a toujours été le cas au Bénin. Ça aurait été une structure placée sous l'autorité de la présidente de la République. Je sais ce que vous allez en dire. Et si on commence ça à une structure indépendante, vous allez dire non, il y aura de petits. Le ministère de l'Intérieur est là pour qui? Pour les Béninois. Et non pour un homme. Et non pour un président. C'est le ministère de l'Intérieur de tout le Bénin, y compris les opposants. Le ministère de l'Intérieur doit travailler pour le Bénin. Si vous avez vos documents à jour, le ministère de l'Intérieur ne peut pas dire autre chose. Le ministère de l'Intérieur doit reconnaître que vous avez déposé un dossier bien. Le ministère de l'Intérieur peut être contre vous, mais il n'aura rien à faire. Il n'a rien à faire que d'accepter votre dossier. C'est bien cela. Parce que administrativement, vous remplissez tous les critères. Les critères, c'est tout, et c'est fini. Ou bien vous faites, vous envoyez, vous remettez vos dossiers à un huissier qui a déposé, et c'est terminé. On constate sur place que tous vos documents, c'est fini. On ne dira pas demain que ça ne figure pas. Mais nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Oui, mais dans le code électoral, il y a certainement plus de choses à corriger que dans la charte des partis politiques. Notamment, par exemple, l'article 46 qui avait interdit qu'on puisse retoucher au dossier après dépôt à la Sénat, par exemple. Merci. C'est les trucs querellés maintenant. Ça pénalise les partis politiques. Ça a été le cas. Quand les indélicats, est-ce qu'il faut leur laisser l'opportunité de commettre des forfaits pour hypothéquer des partis? Non. On a reconnu. C'est que dans la gestion de la chose, on a relevé des insuffisances. Ça veut dire que tout ça là, vous savez ce qu'on dit? Qui ne veut rien risquer ne peut jamais oser. Si vous avez peur d'échouer, vous n'allez rien entreprendre.
n'aie jamais peur d'échouer. Si ça a été un échec, on se reprend maintenant, non? Pour que demain, ça ne se répétera plus. La perfection n'est pas de ce monde. On tend vers la perfection. Donc nous sommes tous d'accord que désormais, un dossier déposé, conforme au code, s'il y a insuffisance, s'il y a double enregistrement, quelqu'un qui se fait enregistrer sur 2 parties, quand on aura fait le constat, on invite les 2 parties et ils vont choisir. On leur remettra d'aller corriger et c'est tout. Donc, c'est des trucs qui ont été querellés. C'est des trucs qui ont hypothéqué la participation de certains partis politiques. Donc, ça veut dire désormais, ça ne se reproduira plus. C'était des insuffisances. Et ça, on a remarqué ces insuffisances dans la pratique même de... Dans la pratique. Dans la mise en pratique des lois. Oui, dans la pratique des lois. Maintenant, il faut corriger. Et comment peut-on sanctionner, par exemple, les individus qui se montreraient délicats? Mais ça, usage de faux. Là, il s'expose... Parce que c'est aussi le législateur qui définit... Au code pénal. On va dire les sanctions. Ça, c'est le droit commun. C'est le droit commun. Il s'expose au code pénal et il va subir les rigueurs de la loi. C'est pourquoi on aura produit l'engagement sur honneur que l'on dépose dans le document. On va voir comment on peut échafauder pour que celui qui dépose ne peut pas faire. Parce que si tu écris toi-même l'engagement sur honneur que tu déposes dans ton dossier, tu aurais l'audace d'aller déposer encore un deuxième document ou 2 engagements sur l'honneur. Je crois que si tu es intelligent, tu ne ferais pas ça. Hein. Donc, on saura comment mettre les verrous pour éviter de tels agissements de la part d'un indélicat, par exemple. Tu as toujours des esprits malins. Évidemment. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous avez jugé utile de revoir d'autres choses dans le code électoral, que ce soit au niveau du dialogue politique, que à l'occasion de cette rencontre avec le chef de l'État, est-ce que l'Assemblée nationale réfléchit pour dire, bon, le code électoral est là, il y a des acquis, par exemple les 10% à obtenir, le quitus fiscal. Naturellement, je sais que vous devez avoir, je crois que vous êtes à l'information, vous êtes une presse, je crois que vous avez tous ces documents. Oui. Je crois que ce ne sont pas des choses grelées. Ça veut dire le quitus, on doit l'avoir. Quelqu'un qui veut gérer, qui veut représenter le pays doit pouvoir payer ses impôts. C'est normal. Sinon, il n'est pas à jour. Donc, les 10%, les trucs comme ça, ce ne sont pas des choses qui sont corrélées. On a reconnu la justesse de ces documents. Donc, vous avez l'impression que la tâche sera facile à ce niveau? Oui, à ce niveau, il y a il n'y aura pas de problème à les 10% reconnus du point de vue national pour quelqu'un parti qui a voulu avoir des députés à l'Assemblée, il lui faut les 10% national. Sinon, il ne serait pas accepté. Ce n'est pas ça qui est querellé. C'est ça. Il faut des partis parce que c'était la substance du test fondamental de la charte des partis. De grands regroupements. Pour nous regrouper, il faut empêcher des gens qui, avec 1%, obtiennent des députés et qui disent que le député est national. Quand bien même c'est dans une circonscription qu'on a été élu député, il faut que le parti qui te porte soit représentatif du point de vue national. Alors, vous voyez ce que je dis? Il a été question d'une réflexion sur l'équité dans la représentativité à l'Assemblée nationale. Justement, depuis quelques années, on a 83 députés à l'Assemblée nationale. Mais là, on se rend compte de la pression démographique. Et vous, acteurs politiques, avez jugé nécessaire de pouvoir revoir un peu les modalités. Quelle en est la faisabilité concrètement? Comment est-ce que vous, législateurs, réfléchissez dans ce sens? Vous allez augmenter le nombre de sièges à l'Assemblée? Est-ce qu'il faut réajuster d'une zone à une autre en gardant les 83? Comment est-ce que ça va se faire? Merci, vous l'avez bien su. Je crois qu'aux assises, ils ont réfléchi là-dessus et je crois que quand vous lisez le rapport, vous allez sentir que ça fait partie des choses à corriger. La représentation des femmes. Les femmes doivent être représentées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait assez de femmes au Parlement? Ça nous dessert, même à l'international.
Nous regrettons le cas. Ça ne décède. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Nous avons été au Bénin un peu macho. Je n'insulte personne, mais acceptons que, reconnaissons-nous que nous sommes trop machos. Tout le monde dit, les femmes, tout ça, c'est nos mamans. Mais ne leur faisons jamais la part belle. Nous leur discutons tout. Alors qu'on sait que nous reconnaissons tout le monde. Tous les politiciens, mais tout le monde dit que bon, il faut la représenter, il faut que les femmes soient bien représentées. Mais dans l'application, quand on commence à confectionner les tests, on n'en parle plus. Et finalement, on se retrouve après les élections avec très très peu de femmes. Et c'est dommage. Vous savez, le Parlement de la 7e législature avait réfléchi sur la chose. Sur l'équité même. Vous savez, aujourd'hui, il y a des circonscriptions électorales qui ont été, dont la démographie a fortement augmenté. Donc, il faut corriger. Les taux reconnus ne sont jamais les mêmes partout. Les coefficients ne sont jamais les mêmes. Et on a déploré la chose. À Cavie, vous êtes élu avec vous êtes un député élu avec au moins 50 000 voix. Ce n'est pas le cas dans d'autres circonscriptions où avec 8 000 voix, vous êtes élu, dans d'autres 16 000 voix, ainsi de suite. Donc on a reconnu qu'il faut améliorer. Merci. Il n'y a pas de justesse. Non, dans ces conditions, tout le monde reconnaît unanimement qu'il faut voir. Ainsi, on serait obligé, à cause de ces deux phénomènes-là, de ces deux insuffisances, il faut augmenter le nombre de députés. On va étudier. Déjà, la 7e législature, ça a été posé, on a fait un schéma, il y a un document là-dessus. Donc, on va revoir tout ça, dans quelles conditions il faut que désormais. Mais ce qui est sûr, si ça se fait, on aura beaucoup plus de députés, plus que 83 en tout cas. On a entendu un chiffre, 99. Ça sera comme ça ou... Ça peut être 99, ça peut être plus, on ne sait pas. Ben, on verra ce qu'on mettra dans les critères pour faire augmenter. Ça veut dire que respectons un peu la démographie qui augmente et respectons aussi la participation des femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ça va s'augmenter. Oui, on avait parlé de 99 dans le temps. Ce qui est sûr, tout le monde déplore que le Bénin, avec 10 millions, plus de 11 millions d'habitants, et seulement 83, c'est très peu. Bon, c'était 66 au départ, à la conférence nationale, les deux premières législatures, et après, à la suite, on a corrigé, donc la chose n'est pas impossible. Donc, il s'agira de corriger pour mettre un peu d'équité dans la représentativité. Mais quel est votre avis personnel dessus? Si je laisse tomber votre manteau de membre d'un groupe parlementaire ou de député à l'Assemblée, personnellement, vous pensez qu'on peut porter à combien comme ça? Et faire quoi exactement? Quand je regarde, on peut porter à 79 jusqu'à 100. D'accord. Même un peu au-delà. Jusqu'à 100 députés, 110, 120, ce n'est pas encore beaucoup. Hein. Pour le Bénin? Pour le Bénin, ce n'est pas encore beaucoup. Quand nous regardons en France avec 500 et quelques députés pour une population de, je crois, la période française tourne autour de 55 millions, je crois, quelque chose comme ça, on peut bien porter à 100. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fera pour vraiment garantir une plus forte participation des femmes, étant donné qu'on augmentera le nombre de sièges, si éventuellement on a le même taux de femmes qui participent aujourd'hui ou un peu plus fortement, on n'aura pas vraiment bougé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 6 femmes et que si on revoit et on a 8 femmes... Vous voyez, non, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Si pas 8 femmes, non. Ça veut dire quoi? Oui. On a réfléchi déjà sur ce problème. On sait combien. On est allé jusqu'à 30%. S'il y a 100 députés, si sur 100 députés nous avons 30 femmes, c'est que c'est accompli. Bon, si au lieu de... Mais comment faire pour avoir les 30 femmes? On trouvera les solutions. Je n'ai pas... On va contraindre les partis politiques. Moi, on peut dire que on peut exiger. Si c'est une loi, ça s'applique à tout le monde. La loi moi j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai dit, pour la participation des femmes, on pouvait exiger que les deuxièmes sur chaque liste prenaient en titulaire une femme. Et pourquoi pas les premiers? Et même pour exemple.
Non, déjà, c'est trop demandé. C'est trop demandé. Ça veut dire, c'est trop demandé, non? Déjà, si on mettait, parce que je sais que si on mettait déjà toutes les femmes en deuxième position, tous les partis, vous allez voir, nous avons combien de circonscriptions? 24 circonscriptions. Si chaque circonscription donnait 2 députés, facilement, on aurait 24 femmes. Donc, même si ça réduit, on pourrait avoir jusqu'à 18 femmes facilement. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, moi, j'ai pensé comme ça que la chose serait plus facile si on dit, bon, on exige dans une loi, que, ou bien dans le code électoral, que le deuxième sur le positionnement soit titulaire et même suppléant une femme. C'est tout. Ce serait magnifique. Là, on aura fait quelque chose pour la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Là, vous allez voir, le nombre va changer. Ce serait merveilleux. Mais et qu'en est-il des conseils communaux, des élus locaux? Il faut revoir aussi le nombre ou ça reste comme tel? Non, pour l'instant, on n'en a pas parlé. Mais oui, je crois que, vous savez, quand on a parlé du code à la 7e législature, on n'est pas allé enlever une virgule de la loi qui gère les communes. Les collectivités. Donc, si ça va être fait, on saura comment faire pour qu'il y ait l'équilibre. On en a besoin aussi là-bas. Donc, si ça, on doit retoucher, on le retouche. Et je crois que pour mettre un peu d'équité partout. C'est ça. Parce que nous n'avons pas assez de maires de la gente féminine. Hein. On n'en a pas beaucoup. Hein. Seulement à Tofort, nous en avons. Le premier adjoint, c'est une femme. C'est une femme. C'est mon œuvre. Ah, d'accord. Donc, moi, je ne suis pas si macho. Je ne suis pas mijosiste. C'est ça. Honorable Massoulin Khonkon, entre autres chantiers aussi sur lesquels les partis politiques vous attendent, c'est le chantier du financement des partis politiques, financement public, je veux dire. Il faut une loi, certainement, pour définir les modalités de ce financement. Et quelle en est la faisabilité? Je sais qu'unanimement, tout le monde a reconnu qu'il faut un financement des partis politiques. Pourquoi la chose? Vous savez, les partis politiques sont pris d'assaut par des grands financiers, les puissants d'argent. Et ce n'est pas bon pour la moralisation de la vie publique, pour un meilleur fonctionnement de l'État, pour un meilleur fonctionnement de l'administration, pour la bonne gouvernance dans un pays. Il faut ça. Donc tout le monde reconnaît ça. Vous savez, j'étais membre des parlementaires ACP-UE. On a fait le débat, on a fait des recommandations à l'adresse des gouvernants pour qu'il y ait financement public des partis politiques. Maintenant, les critères restent à définir. Quels peuvent être ces critères? Est-ce que ça va se baser sur la représentativité à l'Assemblée nationale ou sur d'autres élections? Quels peuvent être ces critères, ces modalités? Pour l'instant, on peut aller à quoi? De manière exceptionnelle, en attendant l'organisation prochaine des élections législatives, on peut aller à attribuer de manière exceptionnelle des financements. Et après cela, il faut une certaine représentativité du point de vue. Un parti politique est représenté à l'Assemblée nationale. Comment vous êtes parti politique, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale? Donc ça doit être défini à partir de là. C'est des critères bien objectifs. Donc j'estime que... Dans le code électoral, si vous participez 2 fois aux législatives sans pour autant valider de siège, c'est que vous êtes recalé prochainement. C'est comme quelqu'un qui n'a pas une bonne moyenne au bac, tout ça là. Il y aura trop de papiers à corriger, donc ne nous emmerdez pas. Il ne faut pas représenter pour représenter. Et là, vous aurez à travailler sur le terrain. Parce qu'on oblige les partis à travailler réellement, à aller vers les populations, à jouer pleinement leur rôle. Donc, dans cela étant, si vous voulez avoir le financement en tant que parti politique, vous devez travailler et avoir des députés à l'Assemblée nationale. Combien, je ne saurais le dire. L'ensemble des députés vont réfléchir là-dessus. C'est leur rôle.
Donc peut-être que pour un début, on peut dire, bon, pour ceux qui sont déjà là, qui ont fait l'effort de se conformer, il faudra peut-être un petit financement pour eux pour commencer. Ça peut arriver. C'est ce que je dis que on peut de manière exceptionnelle faire quelque chose en direction des partis, de tout le monde en général, et prochainement aller à la représentativité au niveau du Parlement. C'est ça. Mais qu'en est-il du statut de l'opposition? À revoir, à parfaire? Nécessairement, il faut une relecture. Oui. Pourquoi ça? Voilà, expliquez. On avait parlé de statut de l'opposition avec l'ancienne loi sur la pratique politique. Oui. Aujourd'hui, l'activité politique, l'activité politique est gérée par un nouveau code. La charte actuelle des partis doit pouvoir redéfinir, ou soit on doit pouvoir redéfinir la manière de reconnaître un opposant par rapport à cette nouvelle charte. C'est normal. On n'a même pas besoin de faire le débat là-dessus parce que c'est par rapport à cette nouvelle charte. Comment reconnaître aujourd'hui le statut de l'opposition? C'était par rapport à l'autre loi qui gérait les partis. C'est une nouvelle manière de gérer maintenant, donc, qui est opposant aujourd'hui. C'est bien dit, le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition. Bon, nous allons travailler encore là-dessus. Ça a été recommandé par le rapport. Donc, ça fait partie des recommandations. Donc, on aura à définir le chef de l'opposition, le statut de l'opposition par rapport à la nouvelle charte. Est-ce que ça peut permettre d'avoir des partis de l'opposition très forts qui connaissent leur rôle et qui restent dans leurs prérogatives? Vous êtes un parti d'opposition. C'est que vous avez des députés à l'Assemblée. C'est que tout l'ensemble des partis d'opposition vous reconnaître en tant que chef de file de l'opposition. Puis finalement, nous avons le président de la République, nous avons le chef de file de l'opposition, qui doit être vu, une bonne démocratie applicable, qui doit être vu, connu de tous les Béninois. Et il va aider à gérer bien le pays. Parce qu'il va faire des propositions constructives. Il ne serait pas là pour détruire, pour tirer à boulet rouge sur tout. Peut-être que tout ça là, le fait que nous n'ayons pas tout ça là, porte préjudice au fonctionnement de notre démocratie. S'il y avait un opposant, un chef de file de l'opposition, il saura gérer la BAC. Parce que le Bénin a besoin d'une opposition constructive. C'est bien de ça qu'il est question. Mais lorsqu'on le fait ainsi, ça va nécessiter aussi qu'on puisse, on va dire, conférer certains avantages au chef de file de l'opposition. Mais il gagne, il a beaucoup de choses. Parce que notre démocratie l'a reconnu. L'opposition, c'est quoi? État de veille au dérapage. Parce qu'un pouvoir, attention, si vous laissez un pouvoir, il y aura des abus. Vous veillez. Vous êtes en état de veille. Comme Albert Evoy le disait en 90, tout pouvoir livré à lui-même devient fou. C'est bien cela. Attention. Si vous laissez, vous me donnez le pouvoir, vous partez vous asseoir, mais je vais en abuser. Donc, c'est naturel, hein, c'est inné. Donc, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait jamais d'abus. Et c'est une opposition bien. Pour dire attention, on place les bonnes, on respecte les tests et c'est fini. Il n'y a pas d'abus. Mais ça n'appelle pas aussi une certaine notion d'assainissement du paysage politique sur ce plan-là de l'opposition, c'est-à-dire des gens qui savent qu'ils sont opposants et qui connaissent leurs limites. J'en veux pour preuve, hein, nous sommes en Afrique, nous sommes au Bénin, où vous voyez parfois certaines déclarations à tout va, où on attaque parfois frontalement la tête d'une personne. Est-ce que ça ne Pourquoi j'ai dit tout ça? J'ai dit que si cela était fait, on n'en serait pas à cette dérive-là. J'ai dit ça, j'ai évoqué tout à l'heure. Donc tu m'as bien suivi, je suis content. C'est que il manquait encore des structures à notre démocratie, à l'application de notre démocratie. Donc il faut que toutes les structures soient fonctionnelles. Sinon, fondamentalement, la faute à qui?
aux opposants qui ne se déclarent jamais opposants. C'est peut-être que si c'était déclaré opposant, ils doivent se conformer rigoureusement à ces tests-là. Pour le bon fonctionnement de l'État, ils doivent veiller. Ils doivent baliser le chemin. Ils veillent au grain pour éviter des dérives au pouvoir. Il apporte sa contribution à la bonne gestion du pouvoir d'État. Il est là pour ça. Et il est payé pour ça. Il a tous les honneurs pour ça. Mais comme on se chamaille, on ne sait qui est l'opposant, qui est proche du gouvernement, donc nous aimons nager en eau trouble, comme le disait l'autre. Les pêcheurs en eau trouble. Mais sur cette question, vous savez, certains se demandent comment la 8e législature actuelle, dans sa configuration, peut objectivement bien établir une telle loi. Puisqu'il y a une loi portant statut de l'opposition, comment est-ce que la 8e législature peut bien jouer ce rôle? La tête froide. Je vais vous le dire. Oui, dites-nous. La loi, c'est pour qui? C'est pour vous. C'est pour nous tous. Vous croyez que ceux qui font les lois, ça leur échappe? Je vais faire les lois. C'est pour tout le monde et pour l'avenir. Et même celui qui a signé. La loi, c'est pour la République, non? Vous croyez que la loi, là, c'est fait pour des gens? Jamais pensez cela, je vous en prie. Je nous en prie. Une loi établie pour un pays, pour l'avenir, non pour un homme. Sinon, demain, quand vous serez dans l'autre camp, ça va vous frapper. Vous prenez des lois pour les autres, mais c'est dangereux. Alors vous êtes quel législateur? C'est grave. C'est pour ça que la question se pose aujourd'hui. La question ne peut pas se poser. Est-ce qu'on a la capacité de croire en vous? Pourquoi on ne peut pas croire? Dis-moi, la loi pour laquelle j'ai voté ne s'applique pas par moi. Ça s'impose à moi. Tout le monde, non. Dis-moi quelle loi ne peut s'imposer à ces députés qui ont élaboré, à ce président de la République qui a signé, qui a paraphé et signé. Ça ne s'impose pas à lui aussi. Dis-moi, qui échappe à la loi dans un pays? Il y en a. Il y en a dans quel pays? Dites-moi. Il n'y en a pas. La loi est faite pour tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. La loi, mais on doit faire les lois, non? Vous croyez que des gens établissent des lois pour les autres? Non, ne pensez jamais comme ça. Sinon, on fausse le débat. La loi est faite pour l'avenir, pour tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. La loi impersonnelle et on n'a aucune raison de s'inquiéter. Du tout. Quand vous serez dans l'autre camp, ça s'impose à toi. On dit la loi, vous établissez pour dire, bon, là, on ne prend pas le caprice de l'autrui. Si vous allez chercher, vous signez, et si vous faites ça, ça ne vous fera pas. Vous pensez que des gens sont exempts des lois? Je n'ai jamais vu. Donc on ne doit même pas évoquer. On ne doit même pas évoquer. Ça veut dire que c'est des vues d'esprit. Et ça ne fait pas construire une nation. Ça ne fait pas construire un pays. Ça, là, vous aurez peur de prendre des lois. Oui, mais l'Assemblée nationale, dans le même temps, est le plus haut lieu de la politique, où tous les jeux sont possibles. Quel jeu? Tu prends la loi. Tu enfreins la loi. Tu es frappé, non? C'est pas parce que toi, tu as écrit au moment où on prend la loi. Il faut des gens pour prendre ces lois. Il faut des gens pour signer. Il faut quelqu'un pour signer. Il faut des ministres pour signer. Il faut le prendre pour ratifier. Mais il ratifie, tombe dedans, on ne va pas le punir. Est-ce que la loi l'a dit comme ça? Dis-moi quelle loi a dit que quand un président de la République fait de bêtises, il ne sera pas puni? Il y en a. Nulle part au monde, je n'ai jamais vu. La loi s'impose à tout le monde. Ça s'impose à tout le monde. Donc celui qui prend, ça le frappe aussi. Et donc de quoi? Il n'y a rien à faire. Donc ne pensez même pas, il n'y a même pas à agiter quoi que ce soit. La loi s'impose à tout le monde, c'est impersonnel. La loi est due, mais c'est la loi. C'est la loi et c'est tout, c'est la loi. C'est pourquoi il faut le respect des tests. Si on ne respecte les tests, nous sommes dans quelle république? Dites-moi. Ah, pour qu'on fasse, ça veut dire que vous prenez des lois et lui, il ne doit pas être frappé par la loi. Ah, il est plus que nous. C'est comme ça notre démocratie désormais. Je ne vois pas. Quel président va t'accepter? D'accord. Honorable. Je tombe dedans, ça me frappe. Immédiatement. Il faut respecter les tests. Le respect des tests, ça veut dire qu'il faut respecter votre nation. Vous respectez votre communauté. Vous respectez vos électeurs. Sinon, c'est grave. Attends, vous serez petit au tribunal, devant le juge. Vous serez petit. Parce que ce n'est même pas lui, c'est les tests. C'est les tests.
que vous avez... Vous êtes jugé par lui. Il n'y a pas de mesure. Ça s'applique et ça s'impose à tout le monde. Nul n'a d'égal la qualité. La loi n'a d'égal la qualité de la personne. La loi n'a d'égal la qualité de la personne. Ça s'impose à tout le monde. D'accord. Il y a une autre grosse question. C'est, on va dire, le mandat de cette législature. Autrement dit, les élections générales que les acteurs politiques ont souhaité que l'on puisse organiser, soit en 2020, soit en 2021, ça participerait à la décrispation de la tension politique dans le pays. Le chef de l'État, lorsque vous l'avez rencontré le jeudi, il était favorable certainement puisqu'il a exprimé sa volonté de concrétiser en collaboration avec l'Assemblée nationale toutes les, on va dire, recommandations, les conclusions du dialogue politique. Ça sera fait, ces élections générales? Moi, je salue la clairvoyance des délégués au dialogue politique. Unanimement, ils ont reconnu qu'il faut des élections générales dans le Bénin. Vous savez pourquoi? Ce qu'on y gagne. Qu'est-ce qu'on y gagne? Financièrement, le Bénin gagne. Les élections coûtent trop cher au Bénin. On perd beaucoup de temps pour les élections. L'administration fonctionne au ralenti pendant les élections, alors que nous devons avoir une administration productive. Donc nous perdons beaucoup. Si on arrive à mettre sur pied les élections générales au Bénin, on y gagnera beaucoup. Maintenant, comment en arriver? Tout le monde est d'accord, unanime. Sur le principe. Si déjà que tout le monde est d'accord sur le principe, reste les modalités. Maintenant, les modalités, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, pour le faire, il faut toucher à des tests. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Avant d'en arriver là, en quelle année nous pouvons le faire? C'est à vous d'en juger. Les députés vont s'asseoir et réfléchir là-dessus. Nous voulons des élections là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, le député élu pour 4 ans accepterait démissionner après 1 an au nom des élections générales? Répondez à la question. Je vais vous répondre. Oui. Je dis, moi, Akhonoukou Marcelin, je suis élu, bon, au nom des élections générales, je donne ma démission. Est-ce que mon suppléant dira la même chose? Parce que quoi, dans ce pays, lisez bien la Constitution, le président ne peut pas révoquer le Parlement. Le Parlement, les députés élus, le Parlement va à terme, constitutionnellement. Si nous devons appliquer les tests, il donne démission, son suppléant vient demain. Est-ce que l'UE va accepter? En bloc, tous les députés démissionnent. Et tous les suppléants démissionnent. Qui va aller exiger ça? Le chef de l'État est un légaliste. Est-ce qu'il pourra le faire? D'ailleurs, il ne peut même pas. Mais puisqu'aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, est-ce que l'Assemblée nationale ils sont votés, ils sont... Si nous devons le faire, oui, soyons justes, soyons sérieux. Comment peut-on le faire? Pour le faire... Oui, est-ce que vous va toucher la loi fondamentale puisque c'est l'eau va venir? Je vais vous le dire. Oui, dites-nous. Il faut définir avant l'élection que ces élus locaux, oui, seront élus pour, au lieu de 5 ans, 3 ans. Ce président de la République sera élu pour 2 ans. Ce député sera élu pour 1 an. Avant. Ça veut dire que pour les députés, là, aujourd'hui, oui, on ne peut pas leur exiger de démissionner après 1 an. Parce qu'ils sont élus pour 4 ans. Est-ce que notre Constitution permet de révoquer le Parlement? Ou bien, à partir de là, parce que nous sommes d'accord, je vais vous demander un jour, parce que nous sommes d'accord qu'il faut réviser la Constitution, qu'il faut, du moins, que nous sommes d'accord qu'il faut les élections générales, oui, qu'on exige aux députés de démissionner. C'est ça, non? Mais vous ne pensez pas que vous êtes en train d'enfreindre, de passer entorse à la loi fondamentale? Bon, honorable Akhonoukou, on va être concret.
les acteurs politiques ont demandé qu'on puisse faire des élections générales. On est d'accord, hein? On le fera. Très bien. On le fera dans quelle mesure? Dans la mesure où les règles seront définies. Je vais venir. Ils l'ont d'abord souhaité. Oui. Tout le monde. Tout le monde est d'accord unanimement. Le président de la République et son gouvernement l'ont rappelé à l'occasion du Conseil des ministres. Très bien. Ça a été dit aussi. Oui. Bon, l'Assemblée nationale maintenant fait quoi face à ça? Est-ce que l'Assemblée nationale dit, au vu de votre démonstration, engageons la révision de la Constitution pour écrire les différents critères que vous venez juste de nous expliquer? Est-ce que c'est ça? Je ne saurais le dire. Mais quelle est la faisabilité? Comment voulez-vous que je vous le dise alors que vous lisez bien la Constitution et que la chose est impossible? Non, mais c'est vous le législateur sur ce plateau. Moi, je ne suis pas député. Non. Alors, est-ce que ça va se faire où tu recherches vous allez des dire, informations? Oui. Est-ce que ça va se faire où vous, député, vous allez dire, puisque nous voulons faire des élections générales pour apaiser tout le monde, parce que ça a été classé dans mesures d'apaisement. Pour apaiser tout le monde, on fait des élections générales, mais on révise la Constitution. C'est ça, honorable Akhonokou? Que vous a dit que dans le texte, on a dit mesures d'apaisement, les élections générales? C'est faux. Ça ne fait pas partie des mesures d'apaisement. Ça faisait partie des mesures de convergence? Très bien. Ah, d'accord. Ce n'est pas mesure d'apaisement. Ah, mesure d'apaisement, c'est bien là, vous avez vu. On va y arriver tout à l'heure. Là où il faut... Des violations. Enfin, merci. C'est là où on devait arriver, peut-être au dernier moment. Sinon, le problème... Pour les élections générales. Le problème n'est pas élection générale. Bien. On peut en arriver là. Oui. Mais est-ce qu'au nom de l'élection générale, on peut porter entorse à la Constitution? Moi, je nous pose cette question. La Constitution que nous défendons si tant, aujourd'hui, qu'il est question d'élection générale, on porte entorse, vous voulez? Il n'y a pas de problème. Si c'est là qu'à Hong seul, je m'en vais. On le fait. Est-ce que vous voulez ça? Maintenant, on revit la Constitution, parce que des députés s'en iront. Et si je reverrai demain? Et si tout ce monde-là revenait encore demain? À l'exception près. C'est des députés qui seront là, que l'on veut ou pas, que l'on révise ou pas, qu'on les chasse tous demain, qu'on fait élection demain. Vous aurez la moitié qui serait là. Est-ce que c'est urgent? Non. C'est bien connu, c'est bien reconnu. Faisons les choses dans les règles de l'art. C'est pourquoi je vous dis, avant même, quand vous regardez les années à venir, il y aura élection en 2020, élection en 2021, élection en 2023. C'est ça, non? Les députés élus en 2019, en 2023, il y aura élection. Ça veut dire, comme ça, il y aura chaque année élection. C'est pour ça qu'on a chaque 2 ans au moins. Maintenant, les élections générales vont commencer quand? C'est ça la question. Quand ça commence quand? Oui. Laissons les députés faire les statistiques. On vous le dira. Dans quelle année on peut faire les élections? Je t'ai posé une question. Le président actuel, il faut aller lui demander de laisser, de partir maintenant, parce qu'on fera l'année prochaine les élections générales, parce qu'il y aura élection en 2020. On peut faire en 2020, élection présidentielle, élection législative, élection communale. Et le président, il écoute son mandat. Quand il prenait le pouvoir, c'est pour combien d'années? C'est pour 5 ans. Quand les députés prennent le pouvoir, étaient élus, ils sont élus pour combien? C'est ça le problème. Ce n'est la faute à personne. Faisons les choses, je vous dis. Avant les élections, on annonce le mandat. Avant les élections, on dit les députés qui seront élus cette année auront 3 ans. Ou bien les conseillers qui seront élus cette année auront 6 ans. Si vous disiez ça. Et là, on finira par harmoniser. Bon, doit-on dire à nos téléspectateurs et aux auditeurs que la 8e c'est un sujet de réflexion. On est d'accord, hein, mais est-ce qu'on peut dire que la 8e législature n'est pas vraiment disponible pour écourter son mandat au nom peut-être de ces élections générales en 2021, par exemple? Jugez-en vous-même. Moi, je ne suis pas député. Ceux qui nous écoutent, je demande aux téléspectateurs d'en juger. Parce que seul, je ne peux pas donner mon opinion. J'ai tellement expliqué cela. C'est à vous de voir, mais jugez-en vous-même. Parce que je ne suis pas le seul législateur.
Laissons les choses se faire naturellement. Nous sommes 83. Nous aurons réfléchi. On peut vous inviter de venir participer parce que les textes seront étudiés par les commissions. Et au cours des travaux en commission, avant la plénière, on peut vous inviter. Et vous arrivez, M. Thierry, donnez votre opinion par rapport à cela. On peut reconnaître. On peut vous suivre. Ça dépend de la pertinence du débat, de ce que vous aurez apporté comme contribution, comme lumière. C'est de ça qu'il est question. Ça ne me revient pas ici sur le plateau à moi seul d'en décider. Le président de la République, même seul, ne peut pas en décider. Si c'était si facile, ce n'est pas au cours de dialogue politique qu'on va agiter la chose et demander si on peut le faire. Vous ne voyez pas? C'est une question fondamentale qui demande beaucoup de réflexion. Donc on peut s'attendre à des débats très houleux. Ah oui, pourquoi pas? Le public, tout. On mettra tous les acteurs dedans. Ils vont réfléchir. C'est bien ça. On ne peut pas savoir où on va. Demande à un maire qui est élu pour 5 ans de donner sa démission à 3 ans. Il sera d'accord. Un député qui est élu pour 4 ans, de le dire après un an. Je sais, est-ce que c'est possible constitutionnellement? Tu sais, le député est élu par la Constitution. Pour un maire, c'est encore possible. C'est un texte réglementaire. C'est constitutionnel. Vous le faites sans porter atteinte à la Constitution. Le président de la République est élu constitutionnellement pour un mandat. Au nom de quoi il donne sa démission? Il y a une loi plus que la Constitution lui permettant de partir avant le temps réglementaire. Mais c'est de ça qu'il est question. Ou bien comme c'est là maintenant, on dit bon, on n'applique plus la Constitution. On fait fi de la Constitution et tout le monde démissionne. On aura les élections iranien. C'est bon? Votre texte fondamental, votre fétiche est où alors? Mais et s'il sera question de toucher le fétiche, auriez-vous peur? Pourquoi? Pourquoi avoir peur? C'est nous qui allons toucher. C'est nous. Il n'y a pas de structure. C'est à l'Assemblée que le fétiche sera touché. Si le fétiche regardait, si le fétiche regardait l'Est, nous allons faire en sorte que le fétiche regarde désormais à l'Ouest. C'est comme ça. C'est nous. Ce n'est pas deux structures. C'est ça. Il faut le reconnaître. Bon, honorable Hanoukou, on a parlé des mesures d'apaisement. Venons-en justement. C'est certaines questions liées, on va dire, à la paix sociale, la libération des personnes interpellées dans le cadre des violences post-électorales. On se souvient des malheureuses dates des 1er 2 mai 2019. À mi-juin aussi, il y a eu quelques violences un peu partout, enfin, dans quelques régions du Bénin. Le chef de l'État s'est montré disponible pour faire la chose à condition que vous, législateurs, pensez une loi dans ce sens. Et d'ailleurs, ce jeudi, on a entendu au niveau du communiqué final, dans le communiqué final lu par le ministre Alain Ronla, qu'une loi d'amnistie sera prise dans ce sens. Vous, députés, comment est-ce que vous comptez jouer votre partition dans ce sens? Quel type de loi voulez-vous faire dans le cadre de cette mesure d'apaisement? Non. Une loi d'amnistie, c'est une loi d'amnistie. Ce n'est pas question de type. Une loi pour mettre fin aux poursuites. Il n'y a pas de modalité particulière pour libérer tel ou tel? Non, tel ou tel, non. Tous ceux qui sont impliqués. Vous savez bien, la date est bien définie. Ça veut dire que la période est bien définie. Le paysage est bien défini lors des élections législatives. C'est clair, c'est net. Tous ceux qui sont impliqués, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu insurrection. Et n'eût été la vigilance de nos forces de sécurité publique que je salue, le pays serait quoi? Est-ce qu'on serait en train de parler aujourd'hui? Vous voyez, dans les pays où il y a eu ça, où le pouvoir est par terre, c'est pour dire que nous devons prier. Prier beaucoup dans ce pays. Que jamais notre pouvoir
politique ne se retrouve par terre, ce n'est pas la rue qui va faire le pouvoir politique au Bénin. Le Bénin compte des gens encore intelligents. Le Bénin compte encore des sages. Priez tous les jours que notre pouvoir ne se retrouve jamais dans la rue. Ce n'est pas la rue qui va conférer le pouvoir d'État. Sinon, c'est foutu pour notre pays. Donc, je salue à cette occasion nos forces de sécurité publique, nos forces de défense qui ont fait du bon travail et qui ont freiné l'élan des insurgés. Je pèse bien mes mots. C'est un mot Je très fort. pèse bien mes mots. Est-ce que vous n'exagérez J'ai pas? 64 ans aujourd'hui. Oui. J'ai vu beaucoup de choses dans ce pays. J'ai vu la révolution du 26 octobre. J'ai vu des chutes de régimes successives. Les coups d'État au Bénin, c'était pas rafale. Avant l'arrivée de Kékou en 72, où on a fait la révolution pendant 18 ans. Et pour finir, c'était la gabégie. Les gens ne pouvaient plus payer les salaires, la corruption. L'État est gangréné. On est allé à la conférence nationale pour asseoir la démocratie. Nous devons veiller à notre démocratie. Ne permettez jamais. Organisez-vous pour prendre le pouvoir par les unes. Organisons-nous pour prendre chaque fois le pouvoir par les unes. Vous avez vu en Côte d'Ivoire ce qui s'était passé quand on est pressé de prendre le pouvoir par la rue. Aujourd'hui, ceux qui sont morts, qu'est-ce qu'on en dit? C'est dommage. Il ne faudrait jamais. C'est pourquoi je parle d'insurrection. Je pèse bien les mots. Les insurgés. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a demandé un dialogue national. Il veut quoi? C'est noble. Et pour être dent pour dent, tout le monde devient aveuglé et denté. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. C'est justement pensé, c'est réfléchi. Ceux qui ont réfléchi à la table de négociation ont suggéré que l'on en finisse, qu'on fasse table rase du passé. C'est merveilleux. Nous ne voulons pas la tête du pécheur. Nous voulons que les Béninois se réconcilient entre eux. Rien de plus salutaire. Donc, oublions tout ça. Réconcilions-nous pour que le Bénin aille de l'avant. Donc, en cela, une loi d'amnistie. Est-ce que cette réconciliation sera vraiment effective au sein de tous les acteurs politiques? Puisque au moment où vous étiez en train de dialoguer au Palais des Congrès, il y avait une si on libère quelqu'un qui veut rester il y avait certains acteurs politiques qui aussi s'étaient regroupés quelque part et qui faisaient, on va dire, une séance qu'ils ont qualifiée aussi de dialogue. Et ils veulent quoi? Ceux-là veulent quoi? Ils ne seront pas d'accord pour l'amnistie. Qui ne sera pas d'accord pour la loi d'amnistie? Ça veut dire qu'on ne juge plus personne. Dis-moi, qui ne sera pas d'accord? Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à rester en prison. Ou bien, dis-moi qui ne serait pas d'accord. Qui ne serait pas d'accord? Attends, hein, nous sommes en 4 mai en train de parler aujourd'hui. Si cela pétait, si cela se dégénérait, tu peux faire 10 mètres de chez toi. On a vu les pays, hein. Quand ça a commencé en Libye, c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Quand on a commis la bêtise de faire ça en Libye, les pots cassés, c'est pas les Libyens. C'est dangereux. Somalie, ce n'est pas encore terminé. Plus de 20 ans durant. Vous voulez ça pour le pays? Non. Qu'il y ait des transitions légalement organisées. Mais jamais la rue. Travailler dans ce sens, prier dans ce sens. Mon pouvoir ne sera jamais dans la rue. Je prie Dieu, je prie le Seigneur Tout-Puissant. Nous avons des enfants. Allez à l'assaut des électeurs. Il vous désigne, vous êtes notre président. Vous gérez le pouvoir. Vous finissez, vous partez. C'est comme ça que nous allons appliquer notre démocratie. Dans la paix, la quiétude. Même si nous sommes pauvres, dans la paix, j'aurais voulu, c'est salutaire, c'est merveilleux pour nous. Nous irons dans nos champs trouver à manger.
ça nous permettra de sortir. Donc, si on le fait, c'est pour tout le monde, tous ceux qui sont impliqués, on dit non, cessons de nous chamailler, de nous quereller. Nous n'avons pas besoin d'avoir tant de haine pour nous, les uns les autres. Nous allons nous réconcilier. Ainsi, le Bénin s'emporterait mieux. Le Bénin doit avancer. Est-ce que vous pensez aussi à ceux-là qui sont hors du territoire, que certains qualifient d'exilés politiques, qui se qualifient aussi d'exilés eux-mêmes parce qu'on entend leurs échos depuis l'extérieur? Vous pensez que c'est possible aussi pour eux de revenir au pays, vu le contexte dans lequel ils sont partis? Vous avez bien lu le texte. Vous avez bien lu le texte. C'est clair et net. Ceux-là ont leur dossier en instruction. Il y en a même, il y en a même, ça qui fait que il y en a même qui sont partis sans que leur dossier ne soit inscrit. Sans l'instruction, ils sont déjà partis. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils se reprochent des choses. Pourquoi partir? On les a vus gérer le pays, non? Donc ils ont des choses, ils se reprochent des choses. Attends, on connaît des gens. Hier, il ne peut pas sortir 500 francs. Aujourd'hui, c'est le milliard. Dis-moi, si ce n'est pas notre argent, ce n'est pas l'argent du pays. Vous voulez ça pour le pays? Et qu'on se taise. L'impunité. Je vous en prie. La deuxième tâche, luttons contre l'impunité. Luttons contre la gabegie. Luttons contre la corruption. Ainsi, tous nos enfants auront du boulot. Ils auront du travail. La jeunesse aura du travail. Si nous luttons contre la corruption, nous devons gagner notre vie au mérite. Chaque Béninois, il aura ce qu'il mérite. Regardez, vous êtes ici, non? Vous êtes réveillé aujourd'hui à quelle heure? Vous êtes à la tâche. Vous devez gagner normalement votre vie par rapport à ce que vous faites, la tâche que vous exécutez, vous exercez chaque jour. Si on ne vous paie pas bien, vous serez content. Parce que quelque part, quelqu'un aurait dilapidé les fonds. Vous êtes 10 pour votre papa. On vous laisse 10 francs. Un seul vient, il prend 6 francs. Et dit, vous 9 là, je vous laisse le reste. Je vous laisse 4 francs. C'est bon? Alors qu'il sait que c'est 1 franc pour chacun. Il prend 6 francs, il s'en va. C'est bon? Il vous a affamé. Vous aimeriez cela pour votre pays. C'est comme ça le Bénin était géré. Et nous sommes en train de dire, ça ne se passera plus ainsi. Tout ce que vous aurez, ça doit être au mérite. Nous devons lutter contre l'impunité, la corruption. Donc, restons tranquilles. La justice fait son travail. Le président de la République n'a même pas le droit de s'ingérer dans les affaires judiciaires. Les textes sont clairs. Notre démocratie s'applique bien. Les institutions fonctionnent normalement. Donc, chaque chose à son temps et à sa place. Ainsi, le Bénin est bien gouverné. D'accord. Honorable Marcellin Khonoukou, il y a un comité de 9 experts qui sera mis en place pour accompagner l'Assemblée nationale dans sa tâche, c'est-à-dire la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Comment est-ce que l'Assemblée nationale entend travailler avec ce comité-là? Vous voyez, c'est des gens qui ont participé au débat. Dans chaque prise de test d'une loi, il y a toujours le débat qui a prévalu. Et c'est par rapport à ça qu'au niveau des commissions, on pourrait bien mêler le débat et résoudre, puisque les prises de loi sont là pour régler des problèmes, pour résoudre des problèmes. Si bien que ceux-là qui ont participé au débat, regardez, le professeur Dorothée Sosa, qui a été mandaté comme contradicteur, je ne sais pas. Le professeur Dossa qui a été facilitateur du dialogue. Si participe à la mise en œuvre, le professeur Topano, qui a été rapporteur, et les deux autres. Ça veut dire qu'on a besoin, c'est des personnalités, c'est des références dont on a besoin. Je crois que la composition, rien à dire. Moi, j'apprécie. Donc, ils seront là. C'est eux qui ont vu les gens, c'est eux qui les ont écoutés. Ils sauront quoi apporter pour que, dans l'application,
il n'y ait pas de fausses notes, que les Béninois s'accordent sur ce qui sera produit comme test. Ce serait merveilleux. Donc, je crois qu'à eux s'ajoutent certaines personnalités. Au total, 9 personnes, ils vont réfléchir et vont nous soumettre des tests. Et là, nous, on va réfléchir là-dessus, corriger ce qu'il faut faire maintenant, appliquer pour qu'on en finisse. Qu'on passe désormais aux questions d'ordre économique. On a trop fait le débat politique au Bénin. La composition de ce comité peut rassurer de l'objectivité des travaux. Regardez déjà, et attends, la composition dont je t'ai parlé, ça a rassuré les gens. Non? Ça a permis de faire le débat. Non? Est-ce que quelqu'un a démissionné parce qu'il y a Topanoula? Est-ce que quelqu'un a démissionné parce qu'il y a Sosala? Donc ils ont accepté. Ça veut dire que dans la convivialité, ils ont conduit. Ça veut dire que, comme on le dit, les peuples se font la guerre parce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir autour d'une même table. Quand ils ont accepté s'asseoir, ils peuvent s'insulter. Mais finalement, tout finit par s'arranger. Mais c'est le Bénin, non? Nous allons nous entre-déchirer. Pourquoi? Mais réglons nos problèmes. Tu es mon frère, je suis ton frère. Demain, on ira manger. Moi, j'aurais peur d'aller à Tchaourou. Mais c'est dangereux. Tout le monde doit pouvoir aller partout au Bénin parce qu'il est béninois. C'est ce que veut le président de la République. C'est ce qui va être pas sous lui, sous sa gestion, que les Béninois ne peuvent pas circuler librement partout au Bénin. Nous devons nous sentir Béninois partout où nous sommes. Le Bénin doit rester un État unitaire, un Bénin uni, un Bénin unitaire, un État unitaire. Nous devons être fiers de notre pays. On se réconcilie déjà. C'est magnifique, non? Moi, j'apprécie. Les esprits ne vont plus s'échauffer. Nous allons nous écouter. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Écoutons-nous. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère? Pousse ton problème, on va régler. Si ce n'est que ça, ce n'est pas la fin du monde, non? Comme je l'ai toujours dit, le Bénin existera toujours, mais les hommes passent. Après talent, il n'y aura pas de Bénin. Après moi, après toi, il y aura toujours un Bénin pour nos enfants. Et leurs enfants, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous aurons légué à nos enfants demain? Pensons-y, dès maintenant. Les chamailleries, les haines, non, nous pouvons taire nos problèmes, nos querelles. Ce qui nous unit, n'est pas ce qui nous désunit. Nous pouvons aller de l'avant. Venons, chacun doit apporter sa pierre à la contribution, à l'édification d'une nation, la nation béninoise. C'est de ça qu'il est question. Nous devons être fiers de notre pays. Talon passera. Où est le problème? La preuve. Pourquoi que ceux qui sont partis s'asseoir hors de l'assise nationale, demain vous n'allez pas les voir ensemble. Moi j'ai pris Dieu, on va les verra ensemble. D'ici là. Ça c'est même la caractéristique du milieu politique. En tout cas on les verra. C'est paradoxal. Et mais... ça va pacifier le pays. Ils sont dans leur rôle pour l'instant. Mais nous allons régler nos problèmes entre nous. Ça va être réglé. C'est ça. La casée du Bénin, comme tu le dis, on ne s'entend pas aujourd'hui. Mais la mésentente ne durera pas éternellement. On va s'entendre demain. Parfois, les populations ne le savent pas. On a vu le 1er de mai. Non, la population implore même de vive voix. La population demande qu'on s'entende. Ce qui se passe, la population n'est jamais d'accord. La population n'a pas de problème. C'est nous, les hommes politiques, nous qui avons des problèmes. Ça veut dire pour faire le bonheur des populations, nous avons intérêt à nous entendre. Ce que le président Talon a fait, allez questionner les Béninois, ils seront tous d'accord. Si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est parce qu'il n'aime pas encore le Bénin. Mais il ne finira pas à aimer. Il ne finira pas à comprendre qu'il n'y a pas deux issues. Mais on a constaté qu'après le dialogue, ça n'a pas tardé avant que le chef de l'État ne rencontre les députés. Dans quel timing les prochaines tâches seront accomplies? Mais il faut aller vite. Oui, justement, c'est pour ça que quand le Bénin est divisé... Dans quel timing ça sera fait très prochainement? Est-ce que ça va s'accélérer? Merci, vous avez bien fait de poser la question. Je vous remercie, c'est magnifique. Nous sommes en vacances maintenant. La deuxième session ordinaire de l'année commence le 23 prochain. Donc le mercredi prochain. C'est ça. Il y aura l'ouverture de la deuxième session ordinaire, la session consacrée au budget habituellement. Nous allons voir si dans ce créneau-là, nous pouvons
travailler pour que ce qui est exigé par l'assise là soit accompli. Nous allons voir. Nous allons voir. On peut faire d'une pierre deux coups. Ça ne sera pas seulement que budgétaire. Ça va être d'autres tests. C'est sûr, des ratifications interviendront s'il y en a. Maintenant, s'il y a des tests là qui nous attendent déjà, je crois que si la commission finit son travail, le comité organisé finit son travail, et que nous devons étudier en commission et maintenant aller en plénière, nous allons nous battre pour ça. Nous sommes là pour ça, non? Pourvu que le Bénin ait ce qu'il veut. Que les Béninois se sentent bien chez eux. Que les Béninois se réconcilient entre eux-mêmes. C'est ça qui va presser la joue. Ça presse même plus que le budget. Ou bien vous ne voyez pas. Vous avez le budget, vous avez l'argent, vous n'avez pas la paix. Quand vous allez consommer le budget, vous ne pouvez pas aller et revenir. Ce serait bon pour le pays. Où chacun de nous va avoir un soldat derrière lui. Est-ce qu'on en a? Donc il vaut mieux qu'on se réconcilie. Pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix, c'est tout. Un peu partout, que tu puisses aller. Monsieur Gilles-Christ, si vous allez partout au Bénin, vous serez content, non? On ne vous ferme la porte nulle part. Et c'est fini. Vous allez comme vous voulez, vous êtes béninois, vous circulez partout au Bénin, vous n'avez pas peur. On ne demande pas mieux. Tu peux aller dans ton champ, chercher ton tubercule et venir dans le marché, vendre, avoir ton argent, tu circules librement. On ne demande pas mieux. Il y a des nations aujourd'hui, des pays aujourd'hui, tu ne peux pas faire 5 mètres de chez toi. On demande à tout le monde de se taire. Vous vous tairez chez vous. Alors, puisqu'on est presque à la fin de cette émission, on retiendra globalement que l'Assemblée nationale n'entend pas constituer un blocus pour le processus qui a commencé. Je dis que, fondamentalement, les députés sont issus du peuple. Vous êtes d'accord avec moi? On est député sans le peuple béninois. Attends, ce que veut le peuple béninois, c'est quoi? Une réconciliation, la paix. Qu'est-ce qui peut leur apporter la paix? Si ce n'est que les tests. Pourquoi il y a eu les assises? Pour apporter la paix au peuple béninois. La réconciliation entre Béninois. Donc, je ne vois pas le député qui puisse empêcher cela. Parce que nous travaillons pour la communauté, nous travaillons pour le Bénin et non pour nous-mêmes. Si nous sommes conscients que ce que nous faisons est pour le Bénin entier, et pour la communauté béninoise entière, on n'a pas de raison pour ne pas aller dans ce sens. Voulu d'abord des délégués de 8 partis politiques. Nous sommes issus du peuple. Nous allons faire la volonté du peuple. Parce que c'est le peuple qui nous a donné le mandat là. C'est parce qu'on ne peut pas mettre tous les Béninois dans une salle que nous sommes là, c'est tout. Sinon, tous les Béninois, posez-leur la question, ils seront tous d'accord. D'abord, ils ont applaudi. Qui a dit le contraire juste ici? Vous êtes journaliste. Hein? Si quelqu'un a dit le contraire, demandez-le. On va faire le débat. Personne ne dira le contraire de ce qui est en train de se faire. Hein? Nous acceptons tout, nous adhérons, nous sommes contents que les délégués ont pris l'initiative. Le chef de l'État a bien fait de convoquer le dialogue là. Et c'est magnifique. Ça nous permet de nous réconcilier. Merci infiniment à vous. Merci. Honorable Marcellin Khonoukoun. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de mon pays, de parler de ce que va être le Bénin de demain. Un Bénin réconcilié entre lui-même, un Bénin qui va taire les querelles politiques et œuvrer désormais pour l'économie. Nous avons tellement agité la politique, la peur, que c'est difficile pour le Béninois aujourd'hui de sortir de chez lui. Ça va être relégué au passé. Merci. Parce que les tests sont là, tout le monde va sortir, tout le monde ira vaquer à ses affaires et le Bénin s'en porterait mieux. Voilà. Merci. C'est sur cette note d'espoir que nous clôturons ce numéro de l'entretien. Merci à vous, Honorable Marcellin Khonoukoun, d'être venu répondre à nos questions pour édifier de votre position, on va dire, ces téléspectateurs qui nous ont suivis par milliers, ces nombreux auditeurs aussi qui nous ont suivis
sur la radio CFM, mais également aussi sur la radio Urban FM à Parakou. Merci à tous d'avoir été là. Honorable Marcelin Khanoukon, vous êtes président du groupe parlementaire l'Union progressiste à l'Assemblée nationale, 8e législature. Merci à vous, on vous souhaite un bon dimanche. Merci, je vous souhaite aussi un bon dimanche. Merci. Portez-vous bien. Préparez-vous pour la semaine, travaillez pour le Bénin. Merci. Voilà, l'honorable a déjà fait la conclusion de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ok.